Bonjour, alors cette semaine, un diaporama très court sur l'enracinement qui va servir de synthèse à ce qu'on a expliqué les semaines précédentes sur l'émergence du jeune yang au printemps. Finalement, pour s'élever librement, le bois a besoin de prendre racine profondément. Voilà. Et puis le deuxième concept, c'est que le ciel et la terre ne sont pas en opposition dans une perspective non duelle. Justement, quand on a conscience simultanément de la terre et du ciel, quand on pousse avec la tête, ou plutôt quand la tête s'élève vers le ciel et que les pieds s'enfoncent dans la terre, eh bien on réalise corporellement l'unité. Voilà, ça se comprend très bien. Un végétal, pour s'élancer verticalement vers la lumière, vers le ciel, il a besoin de plonger profondément ses racines dans le sol. Voilà, d'où le paradoxe que l'on connaît bien, c'est que si on veut s'élever, on va dire spirituellement, il faut s'enraciner dans l'expérience corporelle profondément. Car ce qui monte ne peut le faire qu'en prenant appui sur le bas. Ce n'est qu'en appuyant en bas, en quelque sorte, en se laissant porter par le support, que l'on monte le plus fluidement parlant. Voilà, finalement, d'un point de vue non duel, le haut et le bas sont un seul, forment une seule unité, une seule entité, on pourrait dire. Il y a un mouvement continu entre les deux. Le relâchement vers le bas, c'est le mouvement vers le haut. Quelque part, il n'y a pas à distinguer, sauf pédagogiquement, je me laisse tirer vers le bas par la pesanteur de façon à pouvoir m'élever vers le haut à l'inspiration en étirant ma colonne vertébrale, en l'ouvrant dans le relâchement vers le haut. C'est le même mouvement, c'est le même acte, si je puis dire que ce soit un acte. En tout cas, nous prêtons notre attention, parce que quand on dit je porte mon attention, c'est une expression qui signifie que quelque part on porte encore quelque chose. Alors on pourrait, si on veut jouer sur les mots, dire prêter son attention, mais ça revient un peu au même parce qu'on pourrait dire ah ben ouais, ben tu prêtes quelque chose. Oui, cela dit prêter, c'est pas comme porter, c'est un peu moins fort comme idée. Donc ça sous-entend moins cette version duel de je fais un truc pour parvenir à ne pas faire. Voilà, ce qui serait contradictoire. Alors comme le dit Eckhart Tolle, le corps est la porte de l'instant présent, c'est pas la seule, mais c'en est une, et c'est une fameuse, car si la tête vit dans le passé et dans le futur, bien souvent, c'est une façon de parler, la tête elle vit nulle part, hein, la tête elle fait partie du corps, mais disons le psychisme, la, 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 l'identité séparée pour laquelle on se prend ordinairement est toujours en train de gamberger à des remeugles du passé ou à anticiper sur des choses du futur. Eh bien, le corps, lui, il est toujours ici et donc toujours maintenant. Donc quand on se branche sur le corps, on ne peut pas à la fois ressentir notre corps et penser. Ça doit se faire consécutivement parlant. Donc plus on passe de temps, si je puis dire, attentif à nos sensations corporelles, plus le corps prend de la place dans le champ de la conscience, et plus on est présent maintenant, et moins on vit à côté de nos pompes, en train d'imaginer notre futur ou de se remémorer notre passé. Voilà. Alors, d'une certaine manière, dans une perspective toujours non duelle, il n'y a pas à s'imaginer que je suis en train de percevoir mon corps, je ne suis pas celui qui observe le corps, il y a le corps, c'est certain, il y a le corps qui vit, il y a la vie qui anime ce corps, et je suis. Alors est-ce que je suis ce corps, est-ce que je suis la vie qui anime ce corps, est-ce que je suis l'observateur? Tout ça c'est des questions en trop. Il y a un je suis qui s'impose comme une évidence dans l'expérience, et dans ce je suis se manifeste la vie dans son ensemble, avec le corps en particulier. Voilà. Et les frontières semblent s'estomper dans cette perspective unitive où je suis pleinement dans l'écoute. Voilà. Il n'y a plus que la sensation qui n'a pas besoin de mots pour être désignée
ah, c'est ma courbature à tel endroit, ah, c'est mon cou de qui, etc. C'est pas, ah, ben voilà, mon corps qui est plus souple ou moins souple que la semaine dernière ou que celui d'à côté. Il n'y a pas à ça. Il y a pure présence. Et on ne se pose même pas la question d'un observateur pour observer ce qui est à observer. Il y a juste présence. Et la présence est à la fois ce qui observe et ce qui est observé. Alors c'est des jongleries mentales, hein, des concepts, comme vous en lirez partout dans les livres sur la non-dualité, c'est très intéressant. Comme dirait un ami, ça équivaut à une bonne douche mentale, mais si ça reste dans l'intellect, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'invitation, quand le sage pointe, paraît-il, la lune avec son doigt, l'imbécile regarde le doigt. Donc il ne faut pas s'amuser avec ces concepts philosophiques non duels pour ne regarder qu'eux. Il faut, grâce à eux, être motivé à faire l'expérience du ressenti et dans cette écoute totale, se perdre, on va dire, soi-même pour découvrir en quelque sorte plus grand que soi au cœur de soi. Alors, ben, prenons trois exemples. Quand j'élève mes bras au-dessus de moi, quelque part, je lâche le bassin. Pour pouvoir monter haut l'énergie en haut, j'ai besoin de lâcher le bassin vers le bas pour que ça étire bien la colonne vertébrale et que l'énergie puisse bien circuler. De la même manière, quand je veux inspirer jusqu'en haut de mes poumons, jusque sous les clavicules, j'ai besoin de descendre le diaphragme vers le bas. C'est le processus de la respiration même. Pour inspirer, le diaphragme descend et pousse les viscères vers le bas. Et au fur et à mesure que ceci s'opère, l'oxygène emplit les poumons. Donc, il les emplit de bas en haut. Donc, petit à petit, les poumons se remplissent jusqu'en haut à la fin de l'inspiration. Et de la même manière, si je veux monter mon regard, et sans me casser la figure, tout simplement, il est intéressant d'enfoncer les pieds dans le sol, tandis que mon regard s'élève vers le ciel. Il ne s'agit pas de relever la tête, il s'agit de lever les yeux. Voilà, dans cette perspective, le ciel et la terre se répondent, le ciel et la terre s'unissent, et l'homme, dans la trilogie terre, homme, ciel, terre, humain, ciel, hein, bien sûr, c'est pas une question d'homme et de femme, mais c'est comme ça que c'est traduit du chinois, et c'est peut-être comme ça que ça a été énoncé au début quand l'humanité était très machiste, et elle l'est encore, euh, puisqu'on disait que le genre masculin était valable pour le masculin et le féminin dès qu'il s'agissait de parler de la créature par rapport au créateur. Dès qu'il s'agissait de parler de l'humain par rapport au ciel et la terre, on parlait de l'homme. L'homme avec un grand H. Bon, c'est pas moi qui ai fait le langage, peu importe. Il y a peut-être des raisons à ça aussi qui sont pas machistes, qui sont juste symboliques pour des hautes raisons métaphysiques, mais c'est pas l'objet là. Disons que, comme on l'a dit précédemment, monter et descendre sont en fait un seul et même mouvement dans l'expérience. Alors évidemment, quand on décompose, on dit bah non, monter ça va vers le haut, descendre ça va vers le bas. C'est pas la même chose. Mais bien sûr, cependant que, quand je vis se monter et se descendre simultanément, et quand finalement je me rends compte que l'un n'a lieu que parce que l'autre a lieu, et quand l'un a lieu, l'autre est provoqué, alors finalement je vis expérientiellement la sensation d'un seul et même mouvement. Alors un exemple bien connu, c'est celui de la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, il y a plusieurs postures. On peut mettre les mains devant le nombril, on peut les mettre devant la poitrine, on peut les mettre devant les yeux, on peut faire plein de choses. Il y a différentes déclinaisons de cette posture. Et quand on passe un examen de professeur de Qigong, dans la plupart des écoles, il est question de tenir la posture de l'arbre une vingtaine de minutes. Aussi bien dans la posture de l'arbre, les mains devant le nombril, qui est relativement facile, que la posture de l'arbre, les mains devant la poitrine, qui est un peu plus exigeante parce que ça mobilise enfin, ça pourrait mobiliser les épaules si on n'était pas attentif, etc. Et au début, quand je m'entraînais, c'était d'ailleurs ce qui nous était conseillé, commencer par 5 minutes, puis rajouter une minute toutes les semaines, jusqu'à arriver avec aisance à tenir 20 minutes. Eh bien, je peux vous dire que mon mental, qui est assez rotor, comme beaucoup, hein, je ne vais pas me prendre comme une exception à ce propos, regardait sa petite montre
en disant, bon, bah, déjà 10 minutes de passer, j'espère que, oh là là, c'est long. Alors des fois, ça passait comme une lettre à la poste, et au bout de 20 minutes, ça sonnait, je me disais, ah, c'est fini déjà. Et puis, bien souvent, la plupart du temps, je trouvais ça très long. Pourtant, j'aime le Qigong, j'aime l'arbre, mais le simple fait de proposer un challenge avec un objectif qui m'était imposé mettait en révolte ma nature rebelle. Et donc, tout en me livrant volontiers et volontairement à l'exercice qui m'amusait, j'avais une partie de moi qui se mettait en compétition avec la difficulté et une partie de moi qui refusait absolument et donc qui traînait des talons, traînait des pieds, pardon, et ne voulait pas. Alors c'est pour ça qu'il y avait un dialogue intérieur assez agité autour de allez, tiens encore un petit peu, et puis l'autre partie dit oh, bon on arrête, hein, c'est vraiment pénible ce truc, ça sert à rien, puis ça fait mal aux épaules. Et j'ai comme ça vécu une très belle expérience de mauvaise pratique de l'arbre, je trouve. Et j'en veux pas aux professeurs qui nous ont invités à faire ça parce que eh ben, il faut bien le vivre pour se rendre compte que c'est pas ça. Ils auraient peut-être pu nous dire davantage que c'est pas comme ça qu'il fallait pratiquer, mais enfin peut-être qu'on ne l'aurait pas entendu, peut-être qu'ils l'ont fait et que je l'ai pas entendu, peu importe. Je suis pas là pour donner des bons points ou des mauvais points à quiconque. Pour ma part, j'ai vécu ça et je ne le regrette pas, mais je sais, pour l'avoir vécu, que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que dans ces cas-là, on est dans une logique linéaire de se projeter en avant quand la séance sera finie et qu'on sera devenu quelqu'un de bien puisqu'on aura tenu 20 misérables minutes plutôt que 19. Et puis la semaine prochaine, peut-être 21 minutes, cocorico, formidable, extraordinaire, etc. Ce qui est ridicule, parce qu'au bout du bout, quand vous aurez tenu 20 minutes ou 30 minutes ou 40 minutes, ça ne fera pas de vous quelqu'un de différent. Vous aurez rien acquis, rien produit. Ça ne sert à rien. Même pas une meilleure santé, une meilleure stabilité, plus de chi, etc. Tout ça, c'est de la foutaise. Je ne dis pas que la posture n'a pas des effets. Je dis que dès lors que vous instrumentalisez la posture au profit d'un objectif, eh bien, vous êtes comme un diable qui tourne en rond dans sa boîte en courant après sa queue, vous n'allez nulle part. Alors, si on cherche à faire, si on cherche à faire l'enracinement, eh bien, l'enracinement ne se produit pas puisqu'on reste perché dans sa tête alors même que on tente de la quitter. Un arbre ne pousse pas. L'arbre, il est traversé par la force vitale qui l'amène à s'ériger naturellement dans l'immobilité, dans le silence, dans la tranquillité de la joie profonde. Il n'y a pas un arbre qui fait l'action de pousser. Il y a les grands courants cosmiques de la vie qui s'expriment à travers l'arbre, dont les cellules sont animées par ce mouvement de croissance. Voilà. Et donc, quand on vit l'arbre, eh bien, il vaut mieux le faire 5 minutes avec grande qualité que 20 minutes avec son mental et en serrant les dents, quitte à être attentif à ne pas serrer les dents en plus pour faire un exercice de plus qui prend encore plus le mental. Et puis là-dessus, il y a un petit rigolo qui vous dit ah, il faut aussi que tu souris. Ce qui est complètement débile. Il ne faut pas penser à ci, penser à ça, penser à ça, penser à ci, et en plus penser à ne pas sourire. Parce que c'est penser, 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 et encore penser. Et à un moment donné, on va nulle part. Il faut au contraire ressentir, vibrer, apprécier, goûter. Et puis effectivement, dans ces conditions, habituer le corps et progressivement, de minute en minute, semaine après semaine, progresser dans la pratique de façon organique. Et donc l'enracinement n'est pas le résultat d'un engagement volontaire, c'est le résultat d'une décision, d'une intention qui est de laisser le courant nous traverser pour vivre l'expansion à partir de l'enracinement. On le sait, mais il n'y a pas besoin de s'en occuper. La seule chose qui est à faire, c'est d'accueillir la posture et de se laisser vivre à l'intérieur dans la paix et dans la joie. Il faut toucher cette paix pour qu'une joie émerge. Là encore, il y a à descendre dans la paix pour monter dans la joie. Eh bien, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, tout en écoutant les sensations d'ajustement des différentes tensions qui apparaissent dans la conscience. Il est normal qu'il y ait des tensions qui apparaissent, la posture est faite pour ça. Elle est faite pour révéler ce qui gêne la fluidité. Donc la posture de l'arbre n'est qu'une grande expérience de la contracture, qui se décontracte au fur et à mesure qu'elle est vue, mais sans intervention volontaire pour décontracter la contracture.
Sinon, c'est encore une action du mental. Il faut juste accueillir la contracture, on l'a déjà dit, dans un espace plus vaste qu'elle, dans lequel elle peut, étant vue, délivrant son message, elle peut bah, lâcher, tout simplement, se lâcher, se dissoudre dans l'espace vaste de la conscience. Alors on en a quasiment fini avec ce bref exposé de la semaine. L'enracinement est vraiment source de vitalité, en effet. Quand on manque d'énergie, c'est pas toujours qu'on manque d'énergie dans les reins, c'est souvent, ou en tout cas si on en manque, c'est souvent parce qu'elle est retenue dans la tête. Alors, finalement, la vitalité n'est pas plus en bas qu'en haut, mais quand je me retiens en haut dans l'artificiel du mental, eh bien je me coupe de la source d'énergie qui se trouve dans la vitalité elle-même et pas dans le mental. Elle est plutôt dans le corps que dans elle est plutôt dans le vital que dans le mental, pour faire un jeu de mots. Donc elle est plutôt dans le corps que dans la tête, et elle est plutôt dans l'expérience sensorielle que dans la pensée à propos de l'expérience sensorielle. Donc mon travail consiste, si un travail me revient, à ne pas travailler, à ne pas, en tout cas, travailler du chapeau, et à laisser. Alors ça ne veut pas dire que la pensée est une mauvaise chose et qu'il ne faut jamais penser. Il y a deux sortes de pensée. Il y a la pensée fonctionnelle qui s'opère d'elle-même, il n'y a pas besoin d'énergie, de consacrer d'énergie à ça. Et puis il y a la pensée profonde qui est finalement n'est pas la pensée ordinaire, et celle-ci ne consomme pas d'énergie, au contraire, elle nous recharge parce qu'elle procède d'une ouverture, d'une détente. Et cette pensée verticale, nous nourrit verticalement. Alors, la pensée qui nous vide, c'est la pensée qui nous enferme dans l'horizontalité et qui nous fait croire que nous sommes ce petit personnage séparé, en train de lutter pour survivre, qui s'imagine être en danger, qui s'imagine être vide et qui s'imagine qu'il faut qu'il se remplisse avec des objets extérieurs son sujet intérieur, qui n'est jamais assez plein à son goût. Tout ça n'est qu'un fatras d'illusions, car les objets extérieurs ne sont pas vides, ne sont pas pleins, ils sont vides, et l'intérieur n'est pas vide, il est plein. Donc comment voulez-vous remplir du plein avec du vide? Croyant remplir du vide avec du plein. On se trompe, mais totalement. Voyant ça clairement, tranquillement et gentiment, affectueusement, avec le sourire, eh bien on se rend compte que la vitalité, c'est lâcher cette emprise permanente de la tête, y renoncer pour prendre beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt dans l'espèce d'ennui lié à l'immobilité et l'inactivité. Je vous renvoie aux précédents exposés sur Fang Song, sur la détente, et sur Yi, l'intention, et sur Wu Wei, le non-agir. Voilà. Encore une manière de dire la même chose. Finalement, la gravité nous enracine, nous attire vers le bas. Il n'y a rien à faire pour accueillir le bas. Donc voilà, s'enraciner, c'est simplement cesser de résister, cesser de vouloir, coûte que coûte, nous arracher du corps pour nous exiler dans la tête. En fait, la tête ne vit que parce qu'il y a un corps, le cerveau en tout cas. Quant à l'esprit, il a peut-être une forme d'autonomie par rapport au corps, mais c'est en assumant le corps que l'esprit s'épanouit le mieux. Alors quid quand le corps meurt? Eh bien ça c'est autre chose, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais il y a d'intéressantes réflexions à se poser, non pas en intellectuel impénitent qui va compulser des raisonnements philosophiques à ce propos, mais d'une manière expérientielle, d'une manière sensible. Il y a tout de même des questions à se poser, des questions métaphysiques qu'on doit euh, laisser nous interroger. On doit se laisser travailler par la question. Et à ce moment-là, la saveur de la question infuse dans la conscience, et comme la question et la réponse sont une seule et même chose, eh bien une réponse peu à peu s'intègre, j'allais dire s'enracine, dans le champ de la conscience. Et c'est ainsi que sans faire d'effort, sans manipuler de concepts intellectuels, effectivement le mental, s'il est bien aiguisé, peut aussi servir, mais pas à percevoir. Le mental peut servir à mettre des mots sur ce qui est perçu par autre chose que le mental. Alors maintenant, redescendons au plan de l'expérience quotidienne.
sortons de la séance de Qigong, eh bien, c'est vrai qu'à tout instant, il est possible de revenir au corps, de revenir à la sensation de la terre-mère, cette déesse mère qui nous aime et que nous aimons, qui, comme une maman, nous porte dans ses bras. Eh bien, il faut par exemple sentir ses pieds, relâcher ses épaules, et pour aller encore plus intérieurement, se sentir dans le bas du corps, se sentir dans euh, l'étalement de la plante des pieds sur le sol, se sentir, se relâcher dans les épaules, se laisser expirer dans la descente, dans les profondeurs de l'abdomen, jusque dans le plancher pelvien, sentir tout ça, se plonger, accueillir l'acceptation d'une plongée dans la profondeur de la sensation corporelle, eh bien, c'est être avec le printemps. Ce n'est pas accueillir le printemps comme un phénomène extérieur à soi, c'est reconnaître que je suis autant l'hiver que l'été que le printemps, et qu'il y a des cycles, et que je suis le cycle, et d'une certaine manière, je suis le printemps. Et il n'y a pas de permission à demander pour avoir lieu, parce que le printemps, comme l'hiver, comme les autres saisons, comme tous les phénomènes macrocosmiques et tous les phénomènes cellulaires microcosmiques, de toute façon, ils sont. Alors, il n'y a pas à créer, à plaquer une dualité mentale par-dessus ça en disant il y a moi, il y a tout ça, il n'y a pas moi, il y a tout ça, il y a tout ça. Et dans le champ de la conscience, c'est vrai qu'il y a à l'avant-plan une sorte de personnage, il semblerait que dans l'avant-plan, il y ait une sorte d'avant-plan dans lequel un personnage, un individu s'agite et a l'impression qu'il est séparé du tout et qu'il y a lui et le printemps et que s'il fait ce qu'il faut, eh bien il va accueillir le printemps. Voilà. Mais ce sont des illusions perceptives du mental. Donc elles sont pas mauvaises, c'est pas grave, juste c'est intéressant de voir ce que c'est, et puis de se détendre avec ça, et de ne pas s'en faire un objectif, parce que du coup la vie quotidienne devient un exercice permanent, et quelque part devient une tension permanente. Alors le bon côté, c'est que ça cultive une forme de conscience et d'attention. Le mauvais côté, c'est que plus on cultive cette attention, plus on s'éloigne de l'attention plénière et de l'accueil sans effort. Alors voilà, il faut osciller entre ces exercices et ces non-exercices pour que finalement, en soi, quelque chose s'épanouisse, qui n'a pas de mots et qui n'a pas besoin d'être désigné ici, mais avec lequel on flirte dans la pratique de Qigong.